Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Spacehack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous entamons avec vous la saison 4 de l'émission qui, on l'espère, se terminera aussi bien que les 3 précédentes. Alors quoi de beau programme pour démarrer cette nouvelle saison, me direz-vous? Eh bien, nous reviendrons ensemble évidemment sur la rencontre d'hier après-midi entre le HAC et Lens, et nous évoquons également l'actualité autour de nos ciels et marines. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter l'équipe qui m'accompagnera ce soir. Agenda surchargé ou pas, il est toujours fidèle au poste avec son brassard tout neuf pour cette nouvelle saison. Le capitaine de la team est à nos côtés ce soir. Bonsoir Romain. Bonsoir. Et puis je crois qu'on est la communauté la plus hypée de tout Twitter avec 0 points en 2 matchs. C'est beau. Mais ça va changer. Mais non, mais c'est réel, on est heureux, non? Oui. On va développer. C'est vrai, exactement. C'est le but. C'est pas de la calinothérapie ce soir, mais on est bien quand même. Pour lui aussi, la saison est repartie puisqu'il nous il nous prépare déjà, un vlog sur le retour à Océane. Le Spielberg de la team est également présent ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Moi, j'aurais pas craché sur un point par contre hier. Bah, personne, je pense. Mais voilà. On prend ce qu'il y a, c'est tout. Bah, rien, quoi, en l'occurrence. En parlant de Spielberg, lui aussi a été goûté aux joies du foot allemand pendant ses vacances, mais il est pas allé en terre ennemie, a priori, contrairement à Thomas. Clément est avec nous ce soir. Bonsoir Clément. Salut à tous. T'as prospecté pour le hack ou pas en passant? Non, pas du tout. Merci, c'est clair et concis, c'est parfait. Bien que la vidéo est tournée sur Twitter, non, Vivien et ses 2,20 m n'ont pas rejoint un club de foot russe. Il est toujours fidèle à son poste et présent ce soir. Bonsoir Vivien. Salut à tous. Mais Spacehack, c'est avant tout votre émission, celle qui donne la parole à tous les supporters qui le veulent, alors n'hésitez pas à faire une demande d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche de votre écran et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag Spacehack pour interagir avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Et donc ça y est les amis, c'est reparti pour une nouvelle saison de Spacehack, mais surtout une nouvelle saison de Ligue 1 pour le hack et un retour au Stade Océane qui a eu lieu hier soir. Donc à 17h15 avec la réception du Racing Club de Lens, 20 000 spectateurs et du nouveau côté tribune puisque les Barbarians s'occupent désormais seuls la partie basse de la tribune COP et les KCM sont montés d'un cran pour animer la partie haute de cette même tribune. Thomas, pour démarrer, comment t'as trouvé toi cette nouvelle configuration en termes d'ambiance? Est-ce que sur ce premier match, ça a permis d'entraîner davantage le public d'en haut? Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Après, bon, c'est une première, donc j'ai pas non plus été soufflé, on va dire, par l'ambiance. Puis il y a le côté vacances, on en reparlera notamment pour l'affluence. Mais c'était intéressant. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que le bas, je trouve, a pas perdu en ferveur malgré la montée des KCM. Et ça fait un petit noyau actif dans le haut qui, j'espère, arrivera au fur et à mesure du temps à entraîner un peu plus la tribune haute centrale. Mais voilà, déjà visuellement de voir des gens se lever, suivre les chants, taper dans les mains, même si c'est un noyau en tribune haute, c'était assez intéressant. Donc voilà, c'est encourageant pour la suite. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de grand avec cette nouvelle répartition. Ouais, ça marche. C'est vrai que dans certaines rencontres, quand le stade s'enflammera, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. En tout cas, l'initiative est vraiment à saluer. Ça promet que du bon. Et à noter d'ailleurs, justement, puisqu'on parlait des tribunes, que tout le stade s'est recueilli pour saluer la mémoire du jeune Matteo, supporter havrais décédé récemment lors d'une minute d'applaudissement. Et nous avons bien évidemment une pensée pour lui et ses proches ce soir. Alors, cette rencontre marquait donc le retour de nos ciels et marines après avoir brillamment validé leur maintien à Strasbourg, mais c'était aussi au coup d'envoi le retour du couple sans qui tout ça n'aurait pas été possible. J'ai nommé Vincent et Christine Volpe. Romain, Vincent Volpe restera à coup sûr un président marquant de l'histoire du hack. Ouais, c'est certain. C'est quand même 10 ans à la tête du club, quand même. À noter un championnat de Ligue 2, bien sûr, avec bien sûr la montée qui va avec. Deux maintiens en Ligue 1. Une section féminine aussi, qui était partie de zéro. On a connu tous là, autant qu'on est, la création de cette section et qui a rejoint aujourd'hui la première division aussi. Des investissements aussi dans les infrastructures et puis des choses qu'on aussi peut-être un peu moins bien fonctionner, comme on le sait tous un peu, l'hôtel, la fameuse méthode des slides PowerPoint. Il y a une période où on rigolait assez de cela et puis des idées un petit peu venues d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la piste de karting qui n'a jamais vu le jour, mais
Une chose est sûre, hein, c'est que on peut pas reprocher à Vincent Volpe déjà d'avoir sauvé le club, parce qu'il faut rappeler que quand il a repris le club, heureusement que Monsieur, Madame Volpe était là. On peut pas lui reprocher non plus, c'est d'avoir essayé de faire plein de choses avec ce club, et puis aussi de s'être souvent, je trouve moi, remis en question. Je rappelle aussi que il a été président du club et ensuite il a laissé la main parce qu'il s'est bien rendu compte aussi de ses limites dans sa connaissance du football tout simplement. Et puis quoi qu'il en soit, il a quand même réussi à développer notre club et puis surtout il a réussi à l'avoir remis dans l'élite du football français. Et c'était son objectif quand il est arrivé. Il a mis peut-être un peu plus de temps que ce qu'il aurait voulu, que ce qu'on aurait tous voulu. Mais aujourd'hui, le HAC est en première division. Les gars, avant qu'on enchaîne sur Lens, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot sur Vincent Volpe et sur l'hommage qui lui a été fait, même si j'ai lu quelques tweets où des personnes regrettaient que l'hommage était un peu timide côté tribune, mais j'ai lu également une réponse comme quoi les supporters ont été prévenus au dernier moment de sa venue, ce qui aurait empêché de préparer l'événement. Vivien, un petit mot toi sur Vincent Volpe éventuellement, même s'il nous écoute pas. Je crois que Vivien est parti dormir en fait. Ah non, pardon, excuse-moi, ça a coupé. Désolé. Pas de souci, t'inquiète pas. Alors, par rapport à ce qu'a pu faire Volpe pour le hack, Romain, t'as tout dit, hein. C'est une parfaite synthèse de ce que Volpe a apporté au club sur ces 10 dernières années. C'est vrai que moi j'ai un petit peu regretté, alors, sans forcément qu'il y ait euh, des banderoles déployées par rapport à Volpe, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait des applaudissements un petit peu plus nourris quand il est arrivé sur le rond central avec son épouse pour le remercier. Et bon, ils avaient l'air d'être émus et j'ai trouvé qu'il y avait un petit décalage entre l'émotion du moment et puis le stade faisait du bruit, mais en fait il faisait du bruit, mais ils auraient été Vincent Volpe aurait été mieux de la pelouse ou pas, ça aurait été pareil quoi. Donc voilà, c'est le seul petit regret parce que il a quand même énormément apporté au club et c'est un petit peu dommage, mais j'espère que ce sera rattrapé lors d'un des prochains matchs. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient l'air très émus, surtout Vincent Volpe au moment d'entrer sur la pelouse et pendant le temps qu'il y restait. Donc c'est vrai que c'était assez émouvant et effectivement j'espère que voilà qu'il y aura une autre chose qui sera faite un peu plus grande Je ampleur. pense que oui, le club va certainement organiser quelque chose. J'imagine qu'il y aura forcément, en accord avec les groupes de supporters, il y aura certainement quelque chose de fait. J'en sais rien, hein, c'est une hypothèse, mais j'espère que ce sera le cas. Ouais, comme je le dis, RC 872, grand respect éternel pour Vincent Volpe. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je suis assez d'accord avec ce que disaient Vivien et Romain. Il y avait un petit côté bizarre dans le fait que je pense qu'effectivement tout le monde était un peu pris de court en tribune. Même moi au début, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc c'est dommage que ça rend pas, on va dire, justice à son implication et à tout ce qu'il a fait depuis 10 ans. Après, oublions pas que techniquement, il est encore dirigeant du HAC sur la section féminine, donc peut-être qu'on sera amené à le revoir au Stade Océane. On sait qu'il a beaucoup d'amour pour la section féminine. Pour l'instant, elle a pas été vendue, si j'ai pas de bêtises, à Blue Crow. Personne s'est porté acquéreur, donc il me semble qu'il est toujours à la tête de la section féminine. Ouais, complètement. Et ça a été précisé hier sur Ligue 1+, je crois, de mémoire qu'il était toujours à la tête de l'équipe féminine. Oui, donc il garde encore un pied au HAC, mais c'est vrai que de s'être séparé de la section masculine, c'est quelque chose pour lui. En tout cas, ça s'est ressenti hier. En tout cas, c'est sous les yeux du nouveau propriétaire du HAC, Jeff Leno, que les Havrais sont entrés sur la pelouse, avec notamment 4 joueurs qui ont fait leur première apparition dès le coup d'envoi au Stade Océane. Un effectif remanié en profondeur, surtout si on regarde le banc de touche, peu de joueurs ayant connu les derniers exploits sont encore présents. Vivien, est-ce que selon toi, la dynamique de la saison dernière peut perdurer avec autant de nouvelles têtes? Je pense que oui, parce que déjà la continuité est assurée par le fait que Didier Dillard soit toujours à la tête de l'équipe. Ça, c'est une garantie, je trouve. Et puis les joueurs cadres sont restés, pas une bonne partie des joueurs cadres, les joueurs qui ont vraiment eu un impact important sur l'issue de la saison. Je parle de Touré, je parle de Loris, de Keshta, bien évidemment. Soumaré, qui a été très 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 important aussi, certainement pour moi le meilleur joueur à vrai sur la seconde partie de saison dernière. Voilà, ces joueurs-là sont un peu le garant de l'état d'esprit de la saison dernière. Et j'ai l'impression que les petits nouveaux qui sont arrivés sont dans cette même dynamique, dans ce même état d'esprit. Donc pour moi là-dessus, je me pose
pas trop de questions. Je suis intimement convaincu que ça va aller dans le même sens. De ce qu'on a pu voir hier pendant le match contre Lens, c'est plutôt rassurant, je trouve. Ouais, on a l'impression, en tout cas, que la mayonnaise prend et de ce qu'on entend en off, ça a l'air d'être le cas. Les nouveaux entrants ont l'air de très vite s'intégrer. Bah, ce qui est parfait, hein. Ce qui est parfait, vu la dynamique de la saison passée, en tout cas sur la deuxième partie de saison. Pour repartir sur de bonnes bases, c'est l'idéal. Alors, pour rappel, Lens avait perdu son match d'ouverture à domicile 1-0 contre Lyon, pendant que le HAC perdait à Monaco 3-1. Clément, dans quel état d'esprit tu te situais, toi, avant cette rencontre? Neutre. Voilà. Non, j'avais pas trop forcément d'attente élevée par rapport déjà à notre prépa où, comme tu disais tout à l'heure, on a intégré quand même 9 nouveaux joueurs. Du coup, je pense que les 3 premiers matchs là et le dernier qu'on va voir contre Nice, honnêtement, j'ai pas vraiment d'attente parce qu'on est encore en rodage. Donc j'étais pas forcément un résultat, c'est toujours bon à prendre, mais honnêtement, voilà, là, pour l'instant, je demande qu'à voir, et puis j'aurai des attentes plutôt en septembre quand on va reprendre après les matchs internationaux. Alors, on a des amis lensois qui demandent à intervenir. Pas de souci, les gars. On va d'abord faire le débrief de la rencontre tous ensemble, et puis on vous fera intervenir après si vous voulez réagir par rapport à tout ça, nous donner votre ressenti côté lensois sur cette rencontre si ça vous dérange pas. Donc voilà. En tout cas, on va pas tourner autour du pot, hein, parce que ce match nous a marqué. Ma question, elle est simple, messieurs. Est-ce qu'on n'a pas assisté hier à l'une des premières mi-temps les plus abouties du HAC depuis très longtemps? Thomas, t'en as pensé quoi, toi? Eh ben, je suis assez d'accord avec cette affirmation. D'ailleurs, j'avais posté à la mi-temps parce que j'avais un peu de mal à réaliser un peu ce qu'on était en train de produire, parce que voilà, on a encore le plus petit budget, on a encore un recrutement à 0 €, donc on savait qu'en plus offensivement on avait perdu beaucoup d'armes. Donc moi j'étais assez surpris et franchement enthousiasmé de voir ce qu'on a proposé offensivement. Bon, défensivement on y reviendra tout à l'heure. Mais c'était assez plaisant à voir. C'était une équipe qui avait envie de redevenir conquérante à domicile. Faut se souvenir aussi de la saison dernière où quand même on a tapé des sacrées purges. On a quand même sur 17 matchs on enquille 12 défaites. Et t'avais une équipe qui était un peu tétanisée de jouer à Océane. Là, voilà, ils ont voulu tout de suite mettre au grand braquet. On a tenté des choses. Et c'était pas juste du jeu de contre comme on avait pu faire en deuxième partie de saison dernière, ce qui nous avait sauvés. Là, t'avais vraiment de la possession, de l'envie de poser ses attaques, de construire un peu. Donc c'était vraiment ultra plaisant à voir. Et j'avoue que la deuxième saison de Digard, si c'est vraiment ça qu'il veut essayer de développer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, Romain, toi, enfin, c'est assez dingue de voir un tel niveau de jeu avec autant de changements de l'effectif. Qu'est-ce que toi tu en penses? Aussitôt dans la saison, j'ai été vraiment surpris. Oui, c'est vrai qu'on peut être surpris sur le niveau qu'on a affiché au moins en première mi-temps. C'était très agréable, comme Thomas vient de le dire, c'était plutôt des attaques construites plutôt que des contres. Bon, voilà, pas d'enflammade de notre part ou de la part de la communauté havraise. Je pense que ça demande quand même confirmation. Mais en tout cas, si c'est la volonté affichée à domicile, déjà ça fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est le petit plus qu'il va falloir cette année par rapport à la saison dernière, c'est de faire d'Océane un terrain où les équipes adverses ont presque peur de venir, à part les très gros calibres de notre championnat. Mais ouais, faut qu'on se fasse respecter, et franchement, oui, ce qu'il faut, c'est élever notre niveau de jeu à Océane, et donc c'est ce qu'ils ont très très bien fait hier. Vivien, toi, est-ce que tu t'attendais à faire face à ce point à Lens et même à les dominer en fait, hein, parce que ce fut le cas en première mi-temps? Bah, honnêtement, non. Oui et non, parce que la saison dernière, à domicile, on avait eu du mal contre Lens. On avait perdu. Je sais plus sur quel score, mais on avait perdu assez largement, je crois. Et inversement, en seconde partie de saison, on a gagné chez eux, on a gagné à Bollaert. Souvenez-vous, un magnifique un match à sensation. Donc, en fait, je savais pas trop comment allait être le Hack cette saison, parce que je me posais la question de savoir s'ils allaient être dans la continuité de la saison dernière à domicile, c'est-à-dire enchaîner les purges avec l'incident capacité à produire du jeu, ou s'ils allaient être plutôt dans la dynamique des matchs à l'extérieur de la saison dernière. Et en fait, c'était plus de la dynamique des matchs de la saison dernière à l'extérieur.
c'est-à-dire une équipe capable de prendre le jeu à son compte, même si j'ai trouvé qu'on avait des qualités qu'on n'avait pas l'année dernière, même à l'extérieur, c'est-à-dire un jeu de possession euh, et cette capacité à pouvoir être dangereux sur des phases arrêtées, enfin, sur des phases de jeu placées. On était plus à l'aise sur les phases de transition, à la récupération du ballon. Et là, j'ai trouvé qu'on avait une nouvelle palette à disposition d'un point de vue tactique. Donc, surpris et agréablement surpris. Clément, toi, à l'annonce de la compo de départ, on a été assez surpris de voir Fodé Doucouré, je pense comme beaucoup, qu'on pensait plutôt être une doublure de Loïc Nego. On l'a vu titulaire en tant qu'il est droit, mais la surprise en fait était encore plus grande quand on a vu sa prestation. Comment tu l'as trouvé, toi? Je pense comme tout le monde, il a été étincelant en première mi-temps en tout cas. Deuxième, il s'est un petit peu éteint, mais première mi-temps, franchement, il a vraiment alterné le dribble, la passe, les appels sur son côté droit, hyper explosif comme profil, un joli but en plus parce que elle est pas évidente à reprendre. Donc après voilà, il y a aussi l'euphorie des premiers matchs pour les joueurs qui viennent d'arriver. Quand t'es jeune comme ça, que tu arrives dans un nouveau club, en plus c'est pas forcément un mec qui était très connu. Il a envie de bien faire et pour lui c'est vraiment une première de rêve. Donc non, pour l'instant très hype. Après bon, c'est qu'un match, voire même qu'une mi-temps. Donc je demande qu'à voir par la suite le concernant. Ouais, justement, comme tu l'as dit, il a fait une super première mi-temps, plusieurs frappes à son actif, dont un but magistral, comme tu l'as dit. Vivien, de ta mémoire légendaire de tortue immortelle, on n'a pas connu tant de buts que ça, aussi beaux à Océane. Ouh là là. Allez, refais appel à ta mémoire. À l'époque, il y a 3 ans, qu'on avait Quentin Cornet au club, Ouais. l'année de la montée et l'année précédente où il avait eu des séries de coups francs directs qui étaient julinesques, on en a vu des beaux buts. En allant un peu plus loin dans le temps, des belles reprises aussi, des beaux tirs de loin de Bonnet, ouais, mais bon, c'est vrai que ces 2 dernières années, des buts aussi beaux, aussi spontanés, non, on n'en a pas eu beaucoup, hein, je m'en souviens pas. Parce qu'en général, des frappes comme ça avant, ça sortait du stade. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je l'ai vu tenter sa frappe, je me suis dit bon. Ce qui rend encore la chose encore plus belle, je trouve. Oui, et il en fait une juste avant aussi, hein. Oui, En plus, c'est surtout ça, c'est que le mec dans le même match, il te fait 2 belles frappes hyper bien cadrées, et c'est assez rare quand même, hein. C'est assez rare quand même. Celle-ci a été légèrement détournée, mais honnêtement, enfin, vu la puissance de la frappe, je sais pas. Un but qui se rapproche un petit peu de ça, je trouve, c'était le but d'Ela Jam à Bordeaux. Je sais pas si vous vous souvenez, les garçons. Oui, on s'en rappelle. Enfin, tout le monde s'en rappelle. Je pense que ça a été un des plus beaux buts. Mais il avait plus le temps de frapper. Et là, c'est une reprise de volée qu'il nous fait là. C'est encore plus compliqué, plus compliqué à mettre. Mais... En tout cas, Thomas, son association sur le flanc droit, donc de Fodé Doucouré avec Loïc Nego, a été très très intéressante, n'est-ce pas? Ouais, effectivement, les deux sur le côté droit, c'était vraiment kiffant à voir. Ça permutait bien, ça se trouvait bien. D'ailleurs, c'était pas mal aussi côté gauche avec Zouaoui et Soumaré également. Donc à revoir cette association, c'est très prometteur en tout cas. Doucouré effectivement a fait un très gros match. Donc ouais, ça fait partie des éléments qui te font te dire que il y a peut-être quelque chose de sympa à voir cette saison. Clément, toi, t'étais plutôt hypé, je crois, par Namli. Ça va être compliqué de faire un choix quand même entre les deux, non? Non, ça sera Namli, je pense. Ouais, tu penses? Ouais. Après, Doucouré, est-ce qu'on pourrait pas le revoir arrière droit parce que c'est là qui joue avec le Red Star. Après, t'as différents systèmes aussi. Tu peux réactionner Namli. Non, mais après, c'est bien. Abondance de biens ne nuit pas, donc je pense qu'il y a moyen pour Digard de surprendre un peu les adversaires. Soit quand tu as une défense qui est un petit peu plus haute, qui fait un bon pressing, je pense que Doucouré peut être un peu plus intéressant. Mais contre des équipes comme Lorient, comme Angers, je pense que Namli, du coup, avec sa qualité de passe, peut nous procurer des occasions. À noter que Fodé Doucouré figure dans l'équipe type de Ligue 1 de ce week-end avec une note de 8. Juste récompense donc, si on se fie à toutes vos impressions. Mais à part la prestation de Fodé, Romain, il y a bien d'autres satisfactions quand même sur cette première mi-temps.
Moi, je pense à Samata, à Keshta, à Seko. Qu'est-ce que toi, tu retiens de cette première mi-temps? Ouais, non, mais moi, ce que je retiens, c'est que globalement, tous les joueurs, ils ont été au niveau, voire plus qu'au niveau sur cette première mi-temps. Je retiens qu'on a dominé le RC Lens. Et puis, je retiens aussi surtout cette animation offensive. On en a parlé un petit peu avec Thomas, mais qu'on n'avait pas vu depuis quand même assez longtemps au HAC ou tout du moins à Océane, en tout cas. Encore une fois, quand on parle d'animation offensive, oui, on se contente pas seulement de jouer les contres, mais on tient le ballon, on essaye de construire une attaque. Et c'est vrai que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de choses. J'ai bien aimé Samata dans l'esprit, dans ce qui dégage. J'ai bien aimé le joueur. Après Seko, je trouve qu'il y a débat. J'ai mis un petit commentaire donc de Swill Angel là en haut du space où il dit que Seko est énorme. J'ai vu d'autres commentaires où en tout cas en seconde période il semblait plus perdu qu'en première période. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ce qui s'est passé avec Seko, mais ouais, il était dans le même move que tout le monde en première période et en deuxième période peut-être un peu plus éteint. Quelqu'un veut rebondir sur la prestation de Seko, éventuellement, Thomas? Ouais, je suis assez d'accord avec Romain. Il y a à boire et à manger, on va dire. Moi, j'ai trouvé quand même très intéressant. En première mi-temps, en deuxième mi-temps, c'est un peu plus éteint, mais comme un peu tout le reste de l'équipe finalement, hein, on a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps. Mais ouais, je l'ai préféré au milieu. Honnêtement, j'ai trouvé très intéressant en première mi-temps. Après, faut voir aussi son côté couteau suisse, que quand Sanganté, je crois, si je dis pas de bêtises, est sorti, c'est lui qui a glissé en défense centrale. Donc, tu as aussi cet aspect-là, le fait qu'il puisse occuper des postes sur deux lignes différentes, qui, à mon avis, fait qu'on va le voir quand même pas mal cette saison. Alors justement, tout ne fut pas rose malheureusement, et comme on le disait, notamment en défense, un secteur peu impacté par les changements à l'intersaison, mis à part au niveau des gardiens, mais c'est finalement peut-être là que se situe le plus gros du travail à venir, Thomas. Ouais, c'est presque paradoxal parce que, comment dire, en défense, c'est là où on a eu le moins de changements finalement en termes d'effectifs. Si je dis pas de bêtises, tous ceux qui étaient alignés titulaires étaient déjà là l'an dernier. Donc c'est là où tu devrais être, entre guillemets, le plus à l'aise, avoir le plus d'automatisme, et c'est là où on a été sans doute le plus défaillant. Donc, ouais, va peut-être y avoir des choix forts à faire. On rentre dans la dernière semaine de mercato. On sait qu'il y en a des joueurs qui ont, entre guillemets, une petite valeur marchande et qui peuvent peut-être aller voir ailleurs. Faudra voir si ça se fait ou pas. Mais c'est vrai que c'était peut-être l'aspect le plus décevant. Notre défense qui était un petit peu naïve sur le deuxième but. On a Sanganté qui est pas forcément très en forme en début de saison. Enfin, voilà, il y a des choses à revoir. Ouais, justement, c'est un débat qu'on a vu fleurir sur Twitter hier et même la semaine passée. On va en discuter ensemble. Donc justement, c'est la situation et même dans la presse, à Brest, hein. Ce soir, oui. Il y avait un article aussi, ouais. Ouais. C'est vrai sur la situation de Haruna Sanganté. Donc ses prestations sont largement pointées du doigt dernièrement. Question est simple, est-ce que le brassard de capitaine est un totem d'immunité? Est-ce qu'il peut le protéger encore longtemps, sachant qu'il y a Aliou Terrail par exemple qui toque à la porte? Clément, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que Haruna peut rester titulaire à ton avis? Le problème avec Aliou Tiaré, c'est que malheureusement c'est un gaucher et je sais, il y a beaucoup d'entraîneurs comme en numéro 1 Didier Deschamps qui ne jouent pas avec deux centraux gauchers, enfin une paire de centraux gauchers. Digard, j'en sais rien. Donc je pense que le remplaçant naturel de Sanganté serait plutôt Seko. Après Sanganté, c'est vrai que historiquement, ça a toujours été un joueur qui a soufflé le chaud, souvent le froid aussi, souvent impliqué quand il y a des rouges, quand il y a des penalties, quand il y a des cartons jaunes stupides. Après, bon, le souci, c'est comme tu dis, c'est qu'il est capitaine. C'est compliqué de mettre ton capitaine sur le banc. De toute manière, je pense que pour le prochain match, la question va pas se poser. Je pense que Digard va recommencer avec Sanganté Lloris en défense centrale et Seko en 6. Mais après, c'est sûr que si on recrute un nouveau 6, là, je pense que ça risque d'être compliqué pour lui s'il élève pas son niveau de jeu. Oui, c'est vrai que Sanganté, de toute façon, comme beaucoup, était annoncé transférable, mais pour le moment, pas d'offre. Vivien, toi, qu'est-ce que tu penses de la situation de Haruna? Est-ce que tu es du même avis que Clément, que pour le prochain match, il sera toujours aligné, mais que voilà, à l'avenir, ça risque d'être plus compliqué pour lui. Ouais, je pense comme Clément que
Didier Digard va pas prendre le risque de le mettre de côté si tôt dans la saison. Il va certainement vouloir lui redonner une nouvelle chance, ce qui est tout à fait normal parce que même si il a eu des performances euh, un peu, euh, un peu fluctuantes, c'est quand même le capitaine de l'équipe. Il représente quand même les valeurs de grinta, d'abnégation du club. Et c'est quelqu'un qui était important, qui a marqué un but capital pour le maintien la saison dernière à Auxerre. Donc, faut pas non plus tout effacer d'un coup de stylo. Par contre, à terme, si il démontre de nouveau ses signes de fébrilité sur les 4-5 prochains matchs, peut-être même avant, c'est pas impossible que l'entraîneur décide de le mettre sur le banc et donne sa chance à Seco en défense centrale ou à Thierry. Mais comme tu dis, Clément, le problème, c'est deux gauchers en défense centrale, c'est pas trop dans l'habitude des défenses dans l'habitude des entraîneurs. Donc, mais en tout cas, oui, le totem d'immunité va pas durer éternellement. Je pense au bout d'un moment, l'entraîneur prendra ses responsabilités et le mettra sur le banc. Mais bon, on n'en est pas encore là. Attendons de voir le match de dimanche prochain, ce que ça donne. Et j'ai quand même bon espoir qu'ils reprennent un peu le dessus. Et Alors, juste Guillaume, oui. parce qu'on parle beaucoup de Sanganté, mais pour moi, en défense, ça n'a pas été le pire. Pour moi, Lloris a été pire que lui. Hein. C'est la phrase d'après du conducteur, tu vas voir. Putain, j'interviens juste sur lui parce que c'est vrai que. Non, aucun souci. Bah vas-y, enchaîne, fais la transition. Je vois que sur Twitter, ça balance quand même pas mal sur Sanganté. Pour moi, les deux buts, Lloris, il est à 60-70% responsable des deux buts. Hein. Il se fait aspirer, le premier but, il se fait aspirer, il monte hyper haut pour suivre son joueur. Le deuxième, idem, où il perd en plus le duel et il se fait aussi aspirer. Sanganté, bon, sur le deuxième, il joue pas forcément bien le coup, mais c'est très compliqué de défendre en 2 contre 1, quoi. Donc, honnêtement, pour moi, Lloris, si tu ajoutes en plus son match contre Monaco où il met un CSC, il a pas non plus été super impérial. Ouais, en sachant qu'il y a Thierry qui pousse derrière, je suis pas convaincu que faudrait qu'il fasse gaffe aussi, lui. J'allais dire, c'est vrai que sur le deuxième but lensois, toute la défense était aux fraises. Ils étaient tous dans la moitié de terrain lensoise. La contre-attaque, elle a été fulgurante et puis ils ont pas été pas été capables de la récupérer. Et voilà, on a pris ce deuxième but qui nous fait du mal. C'est vrai que c'est assez inhabituel de voir Gauthier dans cet état. Réaliser des matchs moyens, voire pas bons. Romain, qu'est-ce que toi tu en penses de la situation de Gauthier Lloris? Non, je rejoins Clément. C'est vrai qu'on est sur le dos de Sanganté. Pourquoi? Parce que Sanganté, c'est pas la première fois. Pareil, moi j'ai vu passer des commentaires. On dit que sur les 5 buts en 2 matchs, il y en a 3 pour Aruna. Bon, c'est vrai qu'il y en a un aussi pour Gauthier Lloris, mais pareil, oui, il a pas été impérial du tout. La défense est pas au niveau. La remarque très pertinente de Thomas tout à l'heure qui disait que les 4 alignés étaient là la saison dernière. Donc c'est vrai qu'on peut se demander ce qui se passe. Est-ce que les mecs se reposent sur leur laurier parce que c'est bon, ils ont maintenu le club et qu'ils sont finalement dans un fauteuil et que ils se disent on va, enfin inconsciemment hein, peut-être, mais on en fait un peu moins que les autres qui viennent d'arriver pour prouver. Peut-être. Après, Lloris fait pas forcément partie des joueurs. Ou alors, on sait pas tout. Et à un moment donné, on avait lu qu'il était peut-être sur les papiers du Paris FC ou je ne sais quoi. Peut-être que Gauthier a ça en tête. En tout cas, moi, je pense que Aruna et Youté, on en a pas parlé, mais les deux là, je pense qu'il est temps qu'ils aillent jouer ailleurs. Justement, est-ce que la situation contractuelle de ces 3 joueurs, puisque c'est les seuls qui sont en fin de contrat, est-ce que selon vous ça peut impacter leur façon de jouer? Alors on sait que c'est des professionnels, etc., mais forcément dans un coin de la tête ça doit trotter. Quand tu disais qu'un Gauthier Lloris aimerait rester, mais que finalement il n'y avait pas les moyens de le prolonger, en tout cas, ou de s'aligner sur les exigences peut-être salariales, est-ce que ça joue selon toi, Vivien, dans leur performance sur le terrain? Honnêtement, je suis pas dans leur tête, c'est compliqué de. Dommage. Je comptais sur toi. Non, mais je préfère ne pas avoir d'avis tranché là-dessus parce que je peur de tomber à côté. Enfin, j'en sais rien.
pour Aruna Sanganté, enfin, c'est quelqu'un, je pense, qui est quand même très investi dans le club, qui est, le hack, c'est pas quelque chose dont il se fout. Enfin, puis à aucun moment il a manifesté des envies d'ailleurs en disant je veux absolument partir, mais le hack m'en empêche. Enfin, il est pas dans cet état d'esprit, donc je vois pas pourquoi ça aurait un impact. Gauthier Loris non plus. On a lu une interview très intéressante de lui il y a 2-3 semaines où il expliquait que dans l'absolu il avait envie de rester. Après. Pour la prolongation, c'était compliqué parce que le HAC n'était pas en capacité financière de lui proposer un salaire un peu plus confortable et que voilà, mais que lui, il avait envie de rester. Pour Youté, je suis peut-être un peu moins affirmatif, mais est-ce que le fait d'avoir potentiellement envie de partir, ça peut avoir un impact sur les performances? Je sais pas et tout ce que je peux constater, c'est que on a fait, vous avez eu raison de souligner que les erreurs, il faut pas non plus accabler Sanganté, mais que les, Lapsus. les erreurs défensives sont collectives. Par contre, là où Sanganté, moi, m'irrite un petit peu, c'est par rapport aux relances. C'est des fautes de concentration, des sautes de concentration, ou des fois il fait des relances approximatives. Chose que ne fait pas Loris, par exemple. Loris, quand il fait une passe à un ballon, c'est toujours propre. Sans vanter, des fois, tu te demandes, il appuie pas assez le ballon, il appuie trop, ou il tente un dribble, il essaie de dribbler un attaquant adverse pour faire une relance un peu approximative. C'est des petits points de détail qui ont tendance un petit peu à m'agacer. Par contre, là où vous avez raison, on peut pas tout lui mettre sur le dos, ça serait malhonnête de notre part. Merci Vivien. On clôt ce chapitre sur la défense. Il y a un autre point noir sur ce match que je voulais aborder avec vous. On le fait pas si souvent que ça, mais c'est l'arbitrage que je qualifierais de catastrophique de Guillaume Paradis. Le penalty sifflé sur Aruna, justement, n'avait pas été sifflé dans une situation similaire à Monaco. Et pire encore, un Lensois a commis le même type de faute en fin de première mi-temps sans que l'arbitre ne bronche, alors que le bras était clairement décollé du corps. On a l'habitude depuis notre retour en Ligue 1 d'avoir un petit arbitrage maison où les règles sont pas les mêmes chez les uns que chez les autres que chez nous. Ça commence à faire beaucoup, Romain. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, tu viens de le dire, hein, ça continue. C'est dans la continuité de la saison dernière. On verra si malheureusement ça continue encore cette saison. Je me souviens d'un tweet en fin de saison qui résumait toutes les erreurs d'arbitrage auxquelles on a pu être confronté la saison dernière. On n'a pas pour habitude de pleurer comme ça, mais c'est vrai que quand tu arrives à le cumuler dans une vidéo et en faire toute une vidéo et que c'est flagrant, bah voilà, faut quand même l'évoquer, en parler. Là, comme tu viens de le dire, c'est sur 2 rencontres différentes des mêmes occasions et même dans un même match, la même chose, siffler d'un côté, pas siffler de l'autre. Ça fait beaucoup. Maintenant, à nous aussi d'être intelligents, puisque j'ai lu aussi que ils avaient une réunion dans la semaine du Gard sur l'arbitrage et que justement ils avaient dit que un penalty aurait dû être sifflé à Monaco, je ne sais quoi, sur voilà, et donc ils savaient qu'on était attendu. C'est là où Aruna monte peut-être un peu de vice ou qui fait des erreurs un peu trop faciles. Et forcément, bah, on est le hack, donc forcément un penalty. Je crois que c'était la 8e minute, non, 10e minute. Très tôt dans le match, en tout cas. Bah oui, ça nous met un handicap supplémentaire et ça nous met dans la merde. Ouais, voilà. Donc c'est peut-être à nous aussi d'être un peu plus prudent aussi. Thomas, tu voulais rebondir sur ce que disait Romain. Ouais, ce que j'ai trouvé ça intéressant, la référence à la réunion avec l'arbitrage et au fait que déjà à Monaco, Aruna fait exactement la même. C'est là où, entre guillemets, il y a tout le bug, mais déjà, effectivement, il y a sans doute du fait de la part d'Aruna, le fait de laisser traîner le bras aussi de manière ostensible. À un moment, tu te demandes est-ce qu'effectivement c'est une position naturelle ou pas, parce que finalement c'est à ça que ça tient, hein, c'est l'interprétation de la position naturelle de la main ou pas. Après, effectivement, là où je suis d'accord avec Romain et là où moi j'ai un vrai souci avec l'arbitrage, même si j'ai pas trop gueulé cette semaine, vous aurez remarqué que j'étais calme sur Twitter. Là où j'ai un vrai problème, c'est qu'il fait 2 fois la même faute. C'est pas sifflé à Monaco, c'est sifflé contre Lens. Alors que c'est 2 fois exactement la même main de Sanganté. Moi, ça me choque pas qu'elle ait été sifflée parce qu'effectivement, je trouve que elle peut siffler hier.
De même que celle du Lensois peut siffler. Mais on aurait dû soit prendre 2 pénaux contre nous, soit en prendre 0. Et t'en prends un et tu sais pas pourquoi t'as pas pris le pénal au match d'avant ou pourquoi tu le prends là et t'aurais pas dû le prendre. Enfin bref, ça devient risible. C'est notre histoire avec l'arbitrage depuis qu'on est remonté en Ligue 1. On aura sans doute encore des choses à dire. Par contre, c'est vrai que l'histoire des mains dans la surface, je sais pas si les joueurs s'entraînent à ne pas être dans des situations comme celle d'Aruna, à placer leurs bras, à placer leurs mains, j'en sais rien, mais c'est vrai que dans l'action, et ça va tellement vite, bon, je suis pas un joueur professionnel, hein, mais je me dis que pour un joueur, ça doit être hyper compliqué quand même, d'avoir la main collée, pas collée, nanana, enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment pas évident pour le coup pour eux, hein, vraiment, c'est pas pour défendre sans compter, parce que c'est vrai qu'il le fait 2 fois, un coup c'est sifflé, un coup c'est pas sifflé, mais en vrai, à la vitesse où ça doit vraiment pas être facile quand même. Bah t'es dans ton élan, tu tacles, tu essayes d'être le plus rapidement possible sur la balle. Comment tu veux calculer? Attends, avant de tacler, c'est clair. Faut bien que mon bras soit collé à mon corps avant que je tacle. Ouais, c'est pas évident. Même je pense pour bien réussir son tacle. Enfin, je suis pas footballeur non plus. J'y étais très très longtemps. Mais ton bras forcément il se balade quoi, il fait sa vie. Je comprends pas. Et puis Clément, tu as montré des screens sur Twitter. Le Lensois, il fait la même en fin de première mi-temps. Il aurait dû avoir penalty également. On est d'accord. Bah moi, ce qui me saoule le plus, c'est le manque de cohérence entre les deux. Si tu siffles penalty pour le Havre, pour Lens, tu siffles aussi penalty pour le Havre. Surtout que là, il est à 20 mètres de l'action. Il hésite même pas une seconde quand c'est son grand qui tacle, il siffle. Là, par contre, quand c'est le Lensois qui fait, il y a pas de problème. Enfin, moi, c'est ce que je comprends pas trop, c'est que il y a aucune hésitation quoi. Alors que le gars, il a à 20 mètres de l'action, je sais pas, il pourrait. Alors, la VAR là-dedans, quel impact à la VAR la VAR, c'est compliqué. Je pense qu'elle peut pas intervenir quand c'est pas une faute flagrante de l'arbitre. Donc là, là, je pense que légalement, ils l'ont laissé un peu dans la merde. C'est sûr que tu peux pas dire en fait s'il le siffle. Honnêtement, il n'y a pas forcément de problème. C'est juste que, enfin, à ce moment-là, la VAR. Mais du coup, c'est quoi la règle? Parce que est-ce que les images, Clément, elles sont revues malgré tout par la VAR? Est-ce qu'ils lui disent à l'oreillette, oui, tu as raison, ou pas du tout? Ils sont pas du tout intervenus. Non, ils sont, à mon avis, ils se parlent. Mais je crois que, je crois que légalement, si l'arbitre ne commet pas une grosse faute, c'est-à-dire que là, techniquement, tu peux le siffler la main. Moi, c'est pas ça mon problème. Donc, en fait, la VAR a pas. C'est qu'il a pas sifflé pour le Lensois. C'est ça. Mais le problème, c'est que l'un dans l'autre, si tu veux, la VAR a pas forcément à intervenir parce que c'est pas une grosse faute de pas siffler ou de siffler, c'est au jugement de l'arbitre. C'est-à-dire que si le gars le découpe dans la surface et que l'arbitre siffle pas, là, ils vont intervenir. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Le problème, moi, c'est pas la VAR. Mon souci, c'est l'arbitre. C'est Monsieur Paradis qui a été nul hier. Faut le dire, et que il y a un gros problème de cohérence dans les décisions. C'est juste ça. Soit tu siffles pour les deux, soit tu siffles pas pour les deux. C'est la même action. Et je trouve qu'en fait, ce qui me surprend aussi, c'est la vitesse à laquelle il va pour siffler penalty et la vitesse à laquelle il va pas pour siffler penalty pour le Havre, quoi. Je suis assez sidéré de voir un arbitre aussi mauvais en Ligue 1. Le gars, il officie en Ligue 2, mais il aurait dû y rester encore en Ligue 2. Ils en pouvaient plus non plus. Là, non, mais c'est vrai. J'ai conversé avec un gars d'Annecy. Apparemment, ils l'auront mis à l'envers aussi contre Dunkerque, je crois. Mais ce gars, enfin, je comprends pas non plus comment il se débrouille pour faire des rétrogradations et puis des nominations. Mais enfin, il y a un gros souci aussi au niveau de l'arbitrage français en termes de niveau, quoi. Depuis longtemps. J'ai trouvé l'attitude de l'arbitre détestable. Mais il était immonde l'arbitre. Tu voyais quand il allait parler aux joueurs, c'était immonde. À un moment, pas du tout pédagogue parce que quand Samatta est allé le voir parce qu'il comprenait pas une décision contre lui, Samatta est arrivé un petit peu de façon un peu rapide sur lui. Il a couru sur lui, mais en fait, il aurait pu calmer les gens en disant, écoutez, je vous explique la décision, et puis Samatta se serait certainement calmé, et le jeu aurait repris normalement, mais là, au lieu d'essayer d'expliquer un petit peu ses décisions, il a sorti le carton direct en le prenant de haut. Et c'est insupportable d'avoir des arbitres comme ça. Parce que il se cache derrière, il se cache derrière la nouvelle règle qui impose aux arbitres de ne parler qu'avec les capitaines. Si t'as pas le brassard que tu fonds sur l'arbitre,
Il se cache derrière ça et il fout un carton jaune. Il calcule plus. Et il y a un truc aussi, c'est que c'était un de ses premiers matchs de Ligue 1 aussi, à ce gars-là. C'est-à-dire qu'aussi, il faut qu'il se montre, il est là, il machin, il doit imposer. Et il y a une sorte de starification aussi, soit dans son esprit, ou soit dans le match en lui-même, qui fait qu'il se montre, il commence à foutre des pénaltys, des jaunes, des machins. Mais non, mais enfin, je sais pas s'ils vont sortir un communiqué comme ils avaient fait après Brest, où ils disent qu'ils sont plantés. Mais ce serait intéressant quand même d'avoir un communiqué de l'arbitrage français sur ce match. De toute façon, j'aurais que dalle. Mais bon, Thomas, il lève la main depuis tout à l'heure et on l'empêche de parler. Thomas. J'ai une crampe à force, vous êtes trop lourd. Non, alors je trouvais très intéressant le point qu'a fait Clément justement sur la VAR et le fait qu'elle laisse un petit peu les arbitres se débrouiller de temps en temps, parce qu'effectivement, normalement, c'est intervention en cas de faute flagrante de l'arbitre. Et c'est là où moi je comprends pas comment fonctionne la VAR, parce que encore une fois, je reviens à la différence entre Monaco et Lens. 2 fois la même intervention d'Aruna, exactement de la même façon, c'est le même bras, même tacle glissé, la même main qui traîne derrière. C'est pas sifflé à Monaco, la VAR n'intervient pas. C'est sifflé contre Lens, la VAR n'intervient pas. Donc à un moment, c'est au jugement de l'arbitre, c'est pas à la VAR, c'est pas la VAR qui fait l'arbitrage. Oui, c'est ça, mais je veux dire, à un moment, si t'as une règle claire, tu dois te dire, l'arbitre dans un cas il s'est trompé, pas dans l'autre. Là, c'est très tendancieux parce que là, dans les deux cas, pas clair. En fait, ces mains-là, t'as des arbitres qui vont siffler et d'autres non, et c'est pas une faute de siffler ou de pas siffler. C'est une zone grise, si tu veux. Donc la VAR a pas à intervenir. Dans ce cas-là, t'as un problème de règlement. Hein? D'accord avec toi, je suis d'accord avec toi complètement, mais dans ce cas-là, t'as un problème de règlement. Ah non, c'est pas le problème, c'est que il faudrait voir à quel. Non, mais c'est hyper compliqué de juger ça aussi. À combien de centimètres du corps la main doit être pour que ça soit sifflé ou pas. Enfin, tu peux pas rationaliser ça. Alors, tu vois, ça fait 15-20 ans qu'ils essaient de rationaliser cette règle-là. Et c'est même, tu vois, même encore maintenant, t'as des problèmes. Honnêtement, c'est compliqué à siffler. Moi, ce qui me saoule plus, c'est le comportement de l'arbitre et l'incohérence, en fait. C'est juste ça. Ouais, je suis d'accord. Dans ce cas-là, pourquoi la VAR sur l'action lensoise où il fait main, il dit pas Coco, t'as sifflé penalty pour le Havre tout à l'heure, pourquoi tu siffles pas pour lui? Parce que c'est encore une fois, c'est l'arbitre qui prend le parti de ne pas siffler et la VAR ne trouve pas que c'est un oubli d'un penalty vu que c'est tendancieux. Je pense que c'était la mi-temps, ils étaient partis acheter des sandwichs. Moi, je vois. Mais par contre, je pense que si le gars avait fait le tacle et puis la main était à 2 mètres du sol, là ouais, là je pense que si l'arbitre avait oublié, la VAR aurait été dire à l'arbitre, t'as oublié un potentiel penalty. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'en fait le penalty ou le non penalty, il est à l'appréciation de l'arbitre et la VAR a pas grand chose à dire là-dessus, quoi. On a Gilles qui a demandé à intervenir. Bonsoir Gilles. Salut les gars. Ça va Gilles? Salut Gilles. Bah écoute, salut tout le monde. Ça va, mais les gars, on va quand même pas parler. Là, on est en train de se palucher depuis 10 minutes sur l'arbitrage à la J2. Et vraiment, vous voulez qu'on parle de ça? Non, parce qu'il a été particulièrement nul, Gilles. Honnêtement. On n'en parle pas souvent, mais là. Non, mais moi, je parle pas souvent de l'arbitrage. Mais dès la J2, déjà, ça commence à en parler. Alors sur le penalty d'Aruna, est-ce que vous pensez que plutôt l'erreur c'est qu'il a été sifflé hier ou que ça n'a pas été sifflé à Monaco? Moi, j'opte pour la deuxième solution. Oui, pareil. Ouais. Ensuite, concernant le Lensois, moi je suis désolé, je vois pas de scandale à pas la siffler. Le bras il est pas aussi décollé que ce que vous dites. Mais moi je suis d'accord avec toi. Est-ce que Guillaume Paradis a été détestable hier? Oui, 100 fois. Il a une attitude mauvaise. Est-ce qu'il a eu tort de donner un carton jaune à Samatta? Non, parce que la règle, elle est claire, elle est connue. Et en plus, déjà avant, tu ne devais pas le faire. Mais là, en plus, plutôt que de lever les bras et de s'énerver, il va gueuler contre l'arbitre. Il sait qu'il va se le prendre son jaune. Moi, je suis désolé, je lui tire les oreilles à la fin. Il sait qu'il n'a pas à le faire. Donc là, on est en train de discuter sur le fait que est-ce que l'arbitre a été bon? Pas vraiment. Est-ce qu'il a fait des erreurs manifestes? Non, bien sûr que oui. Lesquelles? Je te dis, là, c'est un problème de cohérence. C'est-à-dire que quand tu siffles le penalty sur Sanganté, pour moi, le penalty contre le Lensois, tu vas le siffler aussi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi, Sanganté, il est en retard tout le temps et que pour moi, le Lensois, c'est plus à frapper sur lui que de faire. Et on va résumer. Est-ce que l'arbitre a fait le résultat hier? J'en sais rien, mais il a été nul en tout cas. Ça, je peux pas te refaire le monde. C'est pas la question. C'est pas la question. Si, c'est le sujet. Non, Clément, s'il est mauvais pour les deux, il a pas d'influence sur le match. Mais j'en sais rien. Je t'ai pas dit qu'il avait de l'influence. J'ai dit qu'il était très nul. Donc, on est sur deux sujets différents.
Ah On est sur deux bah sujets oui. différents. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'on a perdu hier? Pas sûr du tout. Honnêtement, j'en sais rien, mais c'est pas le sujet. C'est pas ça qu'on dit. On dit qu'il a été mauvais. Ouais. Non, vous êtes en train de décortiquer tout en essayant de se dire « Ah, il aurait dû faire ceci, il aurait fait cela. » Donc, vous attendiez une compensation. Mais Non, aucune on compensation, c'est remet juste de la pas en cohérence cause, avec on remet pas en Y a cause pas le résultat du match. On voulait s'interroger par rapport à sa prestation, c'est tout, Gilles. Oui, Mais- mais on est en train de discuter et on commence dès le départ et on se refait un truc. Et les gars, Tu nous dis à partir de quelle journée on peut faire un débat sur l'arbitrage, sinon, Gilles? Non mais Mais il n'y a pas de souci. Les gars, il n'y a pas de souci. Mais si faut mieux plutôt parler football que de parler Eh ben, d'arbitrage. on y est va. en train d'en parler depuis 10 minutes. On y va. On va justement clore cette page sur l'arbitrage. Comment, Vivien? Ouais, il est déjà 23h, on va tourner. Non, merci. Merci Gilles d'avoir permis de clore ce débat. En tout cas, à la mi-temps, donc le HAC n'avait quand même pas à rougir du tout, bien au contraire, il y avait 63% de possession de balle, 23 centres, 12 tirs, dont un tir de cadré. Les hommes de Didier Digard donc sont rentrés au vestiaire avec un but de retard. Thomas, toi, est-ce qu'à ce moment-là, on pensait vraiment que le HAC pouvait revenir, mais voilà, quel était ton sentiment, toi? J'irais pas jusqu'à dire confiant, parce que quand tu rentres en perdant, forcément, c'est toujours gênant. Mais oui, il y avait cette impression que le Havre avait dominé son sujet. Je pense qu'on est assez tous clairs là-dessus, en termes de possession, en termes d'occasion, en termes de volonté de marquer aussi. Donc tu disais qu'il y avait sans doute moyen de revenir, même si malheureusement Pierre Sage a aussi trouvé les clés pour nous bloquer un petit peu en deuxième mi-temps. Mais voilà, le sentiment c'était que voilà, on avait vu qu'une très belle première mi-temps, qu'on avait vu un très beau visage du HAC et qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. On a perdu Guillaume. Alors c'est sûr que Guillaume, s'il active pas son micro, ça va poser problème. Et voilà, ça arrive, les aléas du direct. J'attendais ma réponse. Donc ouais, en seconde mi-temps, ce fut quand même un peu plus calme. Toi, Clément, tu nous as dit en off, clairement on se fait chier, ça a été le cas finalement. Ouais, pendant quelques minutes, on sait quand même. Moi, j'ai trouvé que après tu le payes un peu aussi tous les efforts que tu as fait en première, t'es obligé de les payer en deuxième. C'est vrai que les changements n'ont pas amené forcément l'effet qu'ils avaient amené contre Monaco. Et donc oui, il y avait des moments où il y a la position stérile du Havre. Tu rajoutes à ça Lens qui essaie de casser le jeu avec des passes vers l'arrière et des 1-2 dans leur défense pendant 5-10 minutes en deuxième. Franchement, ouais, c'est un peu compliqué. Après bon, voilà, c'est pas forcément ça que je vais retenir. Je vais plus retenir la première mi-temps du HAC. Ouais, justement, 2-1, score final, on va pas épiloguer sur la seconde mi-temps. Une défaite, mais une défaite qui nous laisse quand même le sourire, Vivien. Oui, tout à fait. Une défaite qui donne le sourire parce que c'est le motif d'espoir, clairement, pour la suite du championnat. La première mi-temps, comme on le disait tout à l'heure, est d'un niveau vraiment excellent qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à domicile. J'ai pas le souvenir, vous allez m'aider les garçons, mais j'ai pas le souvenir que la saison dernière à domicile, on ait eu une mi-temps aussi aboutie. Vraiment pas. Et malgré le fait que on ait des joueurs offensifs qui soient pas habitués, qui ont pas encore beaucoup d'expérience dans l'effectif. Hein. Samata, avant le match d'hier, n'avait fait qu'un bout de rencontre à Monaco. Namli pareil. Doucouré, c'était la première fois qu'il jouait titulaire à ce poste-là. Donc ouais, plein de motifs d'espoir et j'espère que ça va vraiment se concrétiser par un résultat positif dès le week-end prochain. Même comme tu disais, Gilles, pas Gilles, excuse-moi, Clément, tout à l'heure. Faut pas non plus se focaliser. On est encore un peu tôt dans la préparation, donc le résultat est important, mais c'est bien aussi de se rassurer sur le contenu. Mais si dès la semaine prochaine on peut taper Nice, moi je prends. Et pour conclure sur ce match, mesdames et messieurs, c'est l'heure de notre nouvelle rubrique, le baromètre. Et pour ça, jingle. Non, on n'en a pas de jingle. Un jour, on aura les moyens, promis. Le baromètre, tout simplement, messieurs, j'ai envie de connaître vos tops et vos flops, tout simplement, sur cette rencontre face à Lens. Romain, à toi, je te laisse lancer les hostilités. Alors mes tops, bien sûr, comment ne pas le mettre dedans, Doucouré, puisqu'il était aussi dans l'équipe type de la Ligue 1.
Bien évidemment Doucouré. À qui j'ai pensé d'autres, Samata, et puis dans mon top, qui est pas un joueur, c'est le retour du AK Océane. Et puis mes flops sur ce match-là, on en a parlé, on en a longuement discuté, mais Sanganté, bien sûr. Plus globalement la défense, voilà. Eh ben ça marche, Thomas. Ouais, Romain, pardon, a plutôt bien ratissé. Effectivement, qu'en top, t'es obligé de mettre Doucouré, et pas seulement pour le but, mais parce qu'il a une grosse activité en première mi-temps. Après, moi, si je rajoute un peu différemment, j'ai bien aimé l'entrée de Younes Namil en deuxième. J'ai trouvé des choses intéressantes, une bonne technique mal au pied. Je pense qu'il pourra faire des choses très sympas sous maillot ciel et marine. Après, en flop, effectivement, difficile de pas nommer Sanganté, ou de manière plus générale, et parce que c'est vrai que Lloris n'a pas été impérial depuis 2 matchs. On va dire notre défense centrale qui a du mal à retrouver de sa superbe, on va dire, pour l'instant. Clément, ton top et ton flop, puisque tu vas nous quitter, cher ami. Oui. Je vais commencer par les flops. Je dirais l'axe central, sans compter Lloris, sans grande surprise. Je vais peut-être mettre Zouaoui aussi, que j'ai pas trouvé exceptionnel hier. Et puis en top, évidemment Doucouré. Et j'ai envie de mettre même Samata et Soumaré. Voilà, donc si tu veux résumer, en flop la défense, en top l'attaque. C'est parfait. Bonne soirée, Clément. Bonne soirée à tous, salut. Salut camarade, à bientôt. Salut, Clément. Salut. Vivien, ton top et ton flop, cher ami. Mon top, Doucouré, bien évidemment, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé Samata. J'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant sur les quelques occasions qu'il a pu avoir. J'ai trouvé vraiment dans le contenu qu'il était supérieur à ce qu'a pu nous montrer la saison dernière Hassan, par exemple, Hassan Kouka. J'ai trouvé beaucoup plus mobile, euh, beaucoup plus à l'aise dans ses prises de balles, et puis dans les petits espaces, il trouve des situations de tir intéressantes. Il a un très bon jeu de tête. Il pèse beaucoup sur la défense, la défense adverse. Franchement, ouais, Sabata, je pense que ça va être une belle trouvaille. J'espère qu'il va rapidement scorer pour le mettre en confiance, mais j'aime beaucoup ce joueur. Et en flop, au-delà des défenses centrales, on est tous d'accord, mais j'ai trouvé la performance de Zouaoui un petit peu en deçà. J'ai trouvé qu'il était un peu sur les situations où on faisait tourner le ballon. Trop souvent, il revenait sur ses pas, il revenait en arrière, il faisait une passe latérale au défenseur central, il prenait peut-être pas suffisamment de risques comme on veut. Gilles, tu es encore avec nous. Est-ce que tu as un top et un flop, ou plusieurs même, éventuellement, à nous communiquer, cher ami? Bon, je vais pas être original, hein, je vais faire mon en flop la défense centrale pour l'ensemble de son œuvre et en top Issa Soumaré quand il joue à son poste, c'est-à-dire ailier gauche. Ouais. Et voilà, qu'il faut qu'on fasse ça et espérons rapidement que la future recrue en attaque qui va venir épauler ou suppléer Samata va permettre à Issa de retrouver son vrai poste, parce que Soumaré attaquant, c'est gentil, mais c'est pas sa place et c'est pas là qu'il est le meilleur. Moi, je vais vous communiquer mon top. Je vais être un peu original. Je vais dire Yacine Keshta. J'aime tellement ce joueur, et hier je l'ai trouvé vraiment intéressant, même si sur certaines transmissions ça manquait de justesse, mais dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé Yacine. Et dans le flop, je vais pas être original, ouais, ça va être la défense centrale qui m'inquiète, et j'espère vraiment qu'il y aura soit du changement, avec des transferts qui vont avoir lieu, des départs, ou éventuellement un turnover. Donc à voir. Je voulais vous demander aussi de délire votre homme du match, mais je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'est Fodé Doucouré de toute façon. Je pense, ouais. En tout cas, complètement. on ferme ce chapitre Lensois. Je sais pas s'il reste des Lensois dans l'assistance, parce que tout à l'heure ils voulaient intervenir. J'ai l'impression qu'ils sont partis. Si jamais il y a des Lensois qui veulent intervenir pour parler du match, c'est maintenant. Je sais pas si Romain, il y a des questions, des Lensois ou quoi que ce soit. Non, on avait un Lensois qui nous proposait qu'il intervienne, mais je le vois plus. Je le vois plus dans. Ils ont pas été patients, les Lensois, mais c'est pas grave. Au plaisir une prochaine fois sur le match autour à Bollaert éventuellement. Maintenant, il est temps de passer aux dernières actualités. Il est temps de se tourner vers l'avenir, et cet avenir nous a été teasé par Jean-Michel Roussier lors de l'interview d'avant-match sur Ligue 1+, puisque le président nous a annoncé l'arrivée très rapide d'un joueur et la possible venue d'un autre. Alors, la première venue a été confirmée par Didier Digard en conf de presse
d'après-match où il a annoncé que ce joueur était un offensif, pardon. Et cet après-midi, des journalistes italiens annonçaient l'arrivée en prêt de l'attaquant chilien Damian Pizarro en provenance de l'Udinese. Information confirmée juste après, peu de temps après même, par Paris Normandie. Alors, Romain, à toi de jouer. Qui est Damian Pizarro pour ceux qui le découvrent comme nous tous? Alors, comme tu l'as dit, Guillaume, c'est un attaquant chilien, il a 20 ans. Alors, désolé pour les prononciations qui vont suivre, mais il est formé à l'Universidad de Chile, puis à Colo-Colo. Donc, c'est un club où il a inscrit 12 buts en 58 matchs, avec ce club-là, qui est visiblement l'un des plus prestigieux du pays. Il a aussi participé donc à 13 matchs de Copa Libertadores, c'est l'équivalent sud-américain de notre Ligue des Champions en Europe, et il compte une sélection en équipe nationale chilienne. Donc il est arrivé en Italie, donc à l'Udinese en 2024, l'année dernière. Par contre, du coup, depuis son arrivée en Europe, son temps de jeu en Italie était très très limité puisqu'il a seulement 14 minutes de jeu avec ce club-là. Donc voilà, donc c'est un joueur qui a plutôt performé, j'ai envie de dire localement, mais qui doit encore faire toutes ses preuves sur le terrain européen. Ouais, merci Romain. Justement, bon, comme d'hab, à chaque fois qu'il y a un joueur un peu exotique, on connaît pas, on regarde les highlights un petit peu sur YouTube. Bon, c'est pas l'élément le plus parlant, mais c'est toujours sympa de voir les types d'actions, les types de buts dont est capable un joueur. Vivien, justement, c'est toi qui nous as filé ces highlights pour une fois. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Ouais, c'est pas dans mon habitude, généralement. Oui, c'est sûr. Ce truc-là, mais bon, là, comme on partait de zéro, je connaissais pas du tout le bonhomme, je me suis dit, allez, on se lance. Et des images que j'ai pu voir, j'ai trouvé qu'il avait un profil plutôt intéressant, quelqu'un d'assez costaud, je crois qu'il fait 1m86. J'ai vu certaines actions où il était adroit devant le but. Il a marqué une douzaine de buts, quoi, tu disais, Romain. Et puis, a priori, j'ai vu à la fin des highlights aussi une série de passes décisives, où il n'était pas non plus maladroit. Donc, voilà, après toute proportion gardée, est-ce qu'il a quand même, il a fait un an à l'Udinese et il n'a pas quasiment pas joué, donc il va falloir certainement qu'il se remette à un niveau certainement athlétique, qui s'adapte aussi à sa nouvelle équipe. Mais on sent que c'est un garçon qui a du potentiel, donc il va pas faire de mal dans la rotation parce que normalement c'est plutôt un numéro 9 et Samata va pas pouvoir faire toute la saison tout seul devant, surtout si on oblige Soumaré à repiquer au centre quand Samata sort. Donc non, c'est une bonne chose. Ça va permettre d'apporter un équilibre global à l'attaque à Brest. Thomas, si on se base donc sur ces quelques informations et sur cette potentielle arrivée, alors je dis bien potentielle arrivée puisque Benoît précisait sur Twitter, Benoît Donquel, pardon, qu'il restait quand même des détails importants à régler, même si c'est en bonne voie, tout n'est pas encore fait. Si on se base donc sur cette potentielle arrivée, est-ce que tu penses qu'en attaque le HAC est suffisamment armé maintenant? C'est la grosse question. Après, le match d'hier était quand même très rassurant, notamment l'association entre Soumaré et Samata, ça peut être très sympa. Il y a aussi, dans un coin de ma tête, la potentielle éclosion d'Élisée Logbo s'il arrive à faire une saison complète. On n'oublie pas qu'il fait le pari de rester au HAC cette saison en espérant pouvoir gratter un peu de temps de jeu, et on sait qu'il a du talent, mais qu'il n'a pas trop pu enchaîner depuis 2 saisons. Après sur ce jeune Chilien Pizarro, j'ai hâte de voir. D'un côté, je suis très hype par la grinta des joueurs chiliens. J'ai vu un commentaire passer à ce propos-là, et c'est vrai que nous on aime bien les joueurs qui se donnent à fond au HAC, donc ça pourrait être dans l'envie et dans la détermination, un profil peut-être un petit peu à la Ayou. Ça pourrait être très intéressant. Après, le gros point d'interrogation, c'est pourquoi est-ce que un gars qui était pris de talent, qui vient d'un gros club sud-américain, a joué que 14 minutes la saison dernière? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu s'adapter au championnat italien? Est-ce qu'il sera capable de s'adapter à la Ligue 1? C'est le petit point noir, parce que 14 minutes, c'est quand même vraiment rachitique pour le coup. Donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir passer ce cap et venir compléter effectivement Ali Samata, qui a montré des belles choses. Si Logbo en plus rentre dans la rotation avec 3 numéros 9 pur jus entre guillemets, là je pense que t'es armé, ouais. Ouais, ce qu'on a vu, c'est Soumaré qui a pris la place de Samata en pointe. Et, bon bah voilà, c'est pas son poste comme le disait Gilles tout à l'heure. Donc voilà, on espère cette recrue et on espère surtout qu'il arrivera à s'acclimater parce que, comme tu l'as dit, il a dû jouer 14 minutes. Il y a Gilles qui voulait intervenir. Ah, j'ai pas vu la main. Pardon Gilles, excuse-moi. Je t'écoute Gilles.
Thomas, pour dire pourquoi il a joué 14 matchs, 14 minutes seulement, c'est peut-être aussi que l'Udinese a tendance à recruter des joueurs par wagon et que s'ils en prennent 10, il y en a un qui jouera et que s'il y en a 9 autres qui sont sur le banc, c'est pas bien grave. Indépendamment par contre de ce qu'il a fait quand il était en Europe, parce qu'on va pas en juger, faut se dire aussi que maintenant le HAC, au bout de 2 saisons en Ligue 1, a la crédibilité pour pouvoir se faire prêter des joueurs de clubs comme l'Udinese. Donc ça, par contre, c'est aussi une réussite parce que ça permet potentiellement de pallier des besoins ponctuels par des jeunes prospects intéressants. Un mec comme ça, jamais tu fais venir un mec de Colo-Colo ou de l'Université de Chile directement du HAC. On n'a pas les moyens. Passons par l'Udinese pour pouvoir leur donner 30 matchs à 70-80 minutes. Ça, déjà, ça commence à être intéressant. On dit, là, on réussit là. Pendant 2 ans, on s'est fait payer en visibilité, en crédibilité. Là, maintenant, on en tire les fruits. Tu penses que l'Udinese pourrait et voudrait se servir du HAC comme d'une phase d'adaptation pour son joueur, pour qu'il s'adapte plus facilement au football européen et pour le récupérer derrière plus affûté? De toute façon, quand tu récupères des joueurs là de 19-20 ans qui viennent soit c'est des super cracks et ils sont dedans, la majorité c'est comme les nôtres. On parle aussi de notre défenseur de Thierry en défense centrale. Oui, il a fait une super saison en national. On ne sait pas s'il a le gap niveau là pour passer en Ligue 1 parce que il y en a pas beaucoup des joueurs qui réussissent avec succès à passer à passer deux échelons d'un coup. Et dans le cas de Pizarro, ce qui peut être bien indépendant de ce niveau. Je suis comme vous, je le connais pas, donc je sais pas. Peut-être que potentiellement, oui. De toute façon, on a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un qui a un profil qui potentiellement peut tourner avec Samata. Je veux dire, le principe de Dika, on l'a vu l'année dernière avec Ayou et Kuka, c'était indépendamment que ce soit l'un ou l'autre. De toute façon, on sait qu'il y en a un qui va sortir au bout de 70 minutes. Donc, en fonction des profils, ça peut être intéressant. Et donner du temps de jeu à un mec comme ça peut être bien. Et Samata derrière pour faire 20 minutes, s'il a l'activité qu'il a eue hier et qu'il est un tout petit peu plus précis dans la finition, ça peut le faire. Donc, on verra bien ce que ça donne, mais faisons confiance à Bonne-Mère et Digard. Ils ont quand même largement obtenu le droit qu'on leur fasse confiance sur le recrutement. Oui, complètement. Merci Gilles. En tout cas, on le verra peut-être très vite, peut-être dimanche à 17h15 lors de la réception de l'OGC Nice au stade Océane. L'occasion aussi pour nous de revenir sur un tweet de Romain 1872, un membre du bureau HACFan, que je vous cite. Avis perso, mais attention HAC, il cite le club, malgré la situation économique au tarif d'Océane, ça commence à jouer sur l'affluence, seulement 19 300 dont 1000 Lensois et des latérales clairsemés pour une telle affiche. Le maintien passera par un stade plein à chaque match. Alors certains diront évidemment que c'est l'été, que ça aide pas à remplir les stades et que la situation économique du HAC est compliquée. Mais il est quand même évident que le prix des places a bien augmenté depuis le retour en Ligue 1. Messieurs, quel est votre ressenti par rapport à cette situation? Je vais y arriver. Romain, pour démarrer les hostilités. Si je ramène ça à mon cas personnel, vous le savez tous, je suis pas sur le Havre. Je serai au stade dimanche prochain. J'ai pris des places en COP O. Je les ai pas pris au dernier moment. Non, je les ai pris le jour où la billetterie a ouvert. Donc normalement, je suis dans les prix les moins chers. Et donc c'était 20 € en COP O pour moi-même et pour ma fille 16 €. Je trouve ça vraiment très cher. Je sais, c'est de la Ligue 1. Je sais que on va me dire que dans d'autres clubs, c'est encore plus cher que ça. Mais moi personnellement, à ce tarif-là et avec le coût du trajet, etc. Et par une situation personnelle qui regarde personne, mais voilà, ça va être compliqué pour moi de pouvoir venir aussi souvent que j'ai pu venir ces dernières saisons. Vivien, est-ce que tu penses que... Alors toi, tu es abonné en Paul Langlois, on le sait, avec tous les râleurs. Ouais. Mais tu as dû bien voir que les tarifs ont augmenté, même en termes d'abonnement. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein justement pour remplir le stade et créer ce vaisseau bleu invincible? Oui, les tarifs qui ont augmenté, effectivement, ça peut être un frein parce que tout le monde le sait,
tout le monde rencontre, enfin, la majorité des gens rencontrent des difficultés aussi au quotidien pour pouvoir simplement faire son plein de courses, faire le plein d'essence. Et le foot, ça reste un loisir. Et pour les gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens, la priorité, c'est pas forcément d'aller voir le hack, c'est de faire de remplir le frigo, de faire les courses pour la semaine, les choses de première nécessité. Donc, oui. Alors après, il faut aussi relativiser par le fait que on est au mois d'août, les gens ne sont pas encore tous rentrés de vacances, donc peut-être que la faible influence toute relative, on avait quand même plus de 19 000 spectateurs, donc c'était quand même une belle influence malgré tout, donc ça peut expliquer aussi cela. Et je pense aussi que il y a l'effet remontant en Ligue 1 qui est un peu en train de s'essouffler. Je m'explique dans le sens où la première saison, et peut-être encore la seconde saison en Ligue 1, il y a des gens qui sont venus au stade, qui n'étaient pas forcément des supporters du LAC, à proprement parler, mais des gens qui étaient plus là en tant que spectateurs, des amateurs de foot et de Ligue 1. C'est tout à fait respectable, mais qui n'ont pas suffisamment la passion du hack pour pouvoir venir aussi régulièrement qu'avant, et qui ils réfléchissent à deux fois avant de venir au stade, parce que c'est vrai que c'est pas donné, quoi. Gilles, toi qui es l'expert économie et droit télé, non, plus sérieusement, qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Parce que le hack est obligé de faire entrer de nouveaux revenus, d'augmenter aussi les tarifs, mais voilà, est-ce que ça peut jouer en sa défaveur sur le taux de remplissage? Oui, c'est mécanique. De toute façon, si tu augmentes le prix des places, forcément, tu vas de fait exclure certaines personnes de le faire. Hein. Le cas précis, c'est pas celui qui est abonné parce qu'il a sa carte, donc on s'en pose pas. Le cas précis, ce sont l'occasionnel, celui qui veut voir son match. Moi, j'ai toujours eu le discours des 3 ou 4 gros, que ce soit Paris, Marseille ou Lyon. Là, dans ce cas-là, qui a un matraquage financier à ce niveau-là pour celui qui va voir qu'un match, j'ai envie de dire. De toute façon, de toute façon, le mec, il va venir et il prendra. Le plus, c'est plutôt un occasionnel fréquent. C'est-à-dire, typiquement, quelqu'un qui va voir 4 ou 5 matchs dans l'année. Et effectivement, chaque fois, ça va lui faire un budget et qu'à un moment, il va peut-être faire l'arbitrage de pas y aller. Seulement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au niveau des droits télé. Ça va être rikiki. Et ensuite, on se rattrape sur les seuls leviers qu'on a. Donc, ça va être quoi? Ça va être les hospitalités. Donc, avec les entreprises, ça va être le prix des places, ça va être le merch. Donc, tu vas te retrouver encore avec un maillot à 90 balles qui en vaut 9 fois moins parce que chez Umbro sur des modèles standards. Donc voilà, on te fait une culbute 2 fois 9. Au niveau des places, ça continue comme ça. Et comme le Vivien disait, oui, à un moment, tu comptes. Et s'il faut arbitrer pour certains, 26 € en une fois par rapport à d'autres loisirs qui te coûtent 6, 8 ou 10 balles par mois, suivez mon regard, vous prenez votre télécommande, les gens, ils vont arbitrer avec leur porte-monnaie. Thomas, tu lèves la main aussi, tu dois avoir mal encore d'ailleurs. Tu voulais réagir? Ça va, je suis encore jeune et j'ai des bons muscles. Je suis assez d'accord avec les interventions de Gilles et de Vivien, et pour dire à quel point c'était clairsemé hier en tribune Est. Moi, j'ai changé 2 fois de place avec mes garçons, parce que j'étais avec mes 2 garçons hier, et on est monté progressivement au fil du match parce que le soleil nous cramait la tronche, très sincèrement, et que pour un gamin de 5 et 8 ans, c'était pas ouf. Donc voilà, c'était tellement vite que on a pu tranquillement changer de place 2 fois dans le match. Donc voilà, c'était loin d'être la cohue dans les tribunes latérales. Et effectivement, j'entendais des gens qui sont sans doute des occasionnels dont parlait Gilles, qui disaient 60 balles la place quand même, au bout d'un moment ça fait un petit peu mal, effectivement, parce qu'en E4, après E4, effectivement c'est des places un peu chères. 60 balles la place pour un match, ça commence à être un budget où effectivement tu réfléchis à qu'est-ce que tu peux faire avec à la place. Donc voilà, je vais pas forcément tirer la sonnette d'alarme parce que tu as aussi le fait que c'est encore les vacances. Moi, j'étais un peu déçu de l'affluence, très sincèrement. Après, voilà, on sait que tous les clubs essayent de, comme disait Gilles, notamment il y a eu l'augmentation du maillot au Havre qui a pris 5 € par rapport à la saison précédente. Tous les clubs ont besoin de thunes parce que la Ligue a fait n'importe quoi et qu'on n'aura pas de droit télé ou très très peu cette année. Maintenant, si tu as bien une ville où tu as une ville ouvrière, où tu as une ville qui est pas forcément bourgeoise et pas forcément où il y a abondance de moyens, c'est le Havre. Donc ça va peut-être se faire ressentir, on verra les chiffres à mi-saison, mais ça va peut-être se faire ressentir plus durement chez nous que chez les autres la hausse des tarifs. Ça marche. Merci beaucoup. Merci les gars d'avoir réagi à ce tweet de Romain.
On espère en tout cas voir le stade le plus rempli possible dimanche pour pousser nos ciels et marines afin de les aider à décrocher leur premier point de la saison. Pour rappel, Nice a enchaîné 2 matchs à domicile, avec une défaite contre Toulouse en ouverture et une victoire ce week-end 3-1 contre Auxerre. En tout cas, c'est encore une grosse écurie du championnat de France qui se dressera face aux ciels et marines ce dimanche. Question toute simple, en vue de ce qui s'est passé face à Lens, est-ce que Romain, tu es confiant pour cette rencontre ou voilà, est-ce que tu as encore des réserves, etc. Oh, c'est beaucoup trop tôt dans la saison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je demande quand même confirmation. Faut pas qu'on s'enflamme par rapport au niveau qui a été qu'on a vu là sur cette première mi-temps face à Lens, mais c'est pareil. Pour l'instant, voilà, Monaco, Lens, Nice, voilà, sont quand même de grosses équipes de notre championnat. On en parle aussi souvent off. Ce qui est important et malheureusement quand on joue le maintien, c'est de suivre aussi le résultat des autres. Alors je sais qu'il y a des gens que ça exaspère de dire c'est pas les autres qui vont faire notre maintien, mais il faut nous regarder nous avant et voir ce qu'on fait nous. Mais n'empêche que si tu arrives à faire un point de plus que tes adversaires directs tous les week-ends, et ben mathématiquement, bien évidemment que ça compte. Donc voilà, Nice est encore un gros calibre, pas un très gros calibre, mais un gros calibre. Voilà, faut qu'on attende encore un petit peu pour voir réellement ce que vaut cette équipe. En tout cas, Thomas, en vue du match contre Lens, on a hâte d'être à dimanche quand même. Hein. Ouais. Et puis ça devrait être encore une belle journée. On verra ce que nous dit la météo, mais voilà, c'est bien aussi d'enchaîner les 2 matchs. On a eu quand même, et c'est là où ça pourrait avoir aussi un effet sur l'affluence. On a eu quand même une équipe qui a montré un très très beau visage hier. Ça peut ramener aussi du monde au stade, hein, parce que faut pas oublier que l'an dernier on a quand même enchaîné quelques purges, en particulier la première partie de saison. Ça a été quand même très pénible à Océane une bonne partie de la saison. Là hier, c'était vraiment très plaisant malgré la défaite finale. Donc voilà, après, je suis complètement d'accord avec Romain. T'as eu le 4e du dernier championnat, qui a joué les barrages de Ligue des Champions, qui sur le papier nous est supérieur. J'espère qu'on évitera une 3e défaite de rang parce que ça commencerait sans doute à cogiter. Mais voilà, sur le papier, on part forcément pas favori, quoi. Voilà, on a hâte en tout cas d'être à dimanche et de voir ce que ça va donner et puis peut-être avec des nouvelles recrues sur le terrain. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Avant de nous quitter, je voudrais avoir un mot sur l'équipe féminine du HAC, qui termine sa préparation ce week-end avec un match face à Nantes chez moi en Mayenne. 2 larges victoires contre Saint-Malo et Guingamp, un match nul contre une grosse écurie du PFC, un partout et une défaite la semaine passée 2-1 contre Lens. Donc plutôt une préparation très intéressante des Hakoumènes et qu'on a hâte de retrouver donc pour une 4e saison consécutive en D1, en Première Ligue maintenant. Donc voilà, on va suivre ça de près. Voilà, si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le faire, sinon on va glisser tranquillement vers la fin de l'émission. Je sais pas si vous avez un mot à rajouter, Romain, Thomas, Vivien, Gilles. Ouais, un petit mot vite fait pour le truc que j'ai trouvé intéressant, et d'ailleurs ça raccroche avec l'équipe féminine, mais là il y avait la présentation en avant-match qui était faite par Olivier Jeb, l'ancien présentateur de Cop Normandie, et Romane, la capitaine des féminines. Oui. C'était sympa, ça amène un petit quelque chose en plus, j'ai trouvé à l'avant-match. Voilà, on verra si ça s'installe dans le temps, si ça perdure, mais en tout cas voilà, c'est un petit truc en plus qui était sympa en avant-match. Roman aussi qui a rejoint ici Normandie pour commenter les matchs en compagnie de François Manoury. Romain, on en parlait, ça serait sympa qu'on puisse avoir Roman une nouvelle fois dans l'émission pour parler de toutes ces nouvelles aventures. Ouais, on est sur l'affaire. Exactement. Ça sera le cas. Exactement. Merci à tous en tout cas pour ce retour. Oui, Vivien, pardon. Ouais, je rejoins tout à fait Thomas par rapport à l'avant-match avec Olivier et Romain, c'est très chouette. Par contre, si je sais pas s'il y a quelqu'un du club qui a écouté l'émission, mais il faut qu'il revoie un peu le niveau sonore des amplis, parce que là, pendant l'interview, ça gueulait fort et ça couvrait totalement en fait le bruit d'ambiance au stade. Et c'est marrant parce que 2 semaines auparavant, il y a eu la Fan Day où là il y avait un souci inverse, on entendait très mal ce que pouvait dire Jérémy et tous ceux qui intervenaient au micro. Et là, en fait, ils ont dû vouloir régler le problème, mais en faisant dans l'excès inverse. Et ça a gueulé très très fort. Donc voilà, c'est juste un petit point de détail, mais voilà, si les gens au club entendent, c'est peut-être bien de régler le problème. Voilà. C'est un petit point qu'on appellera le point Audica. C'est ça, voilà. Pour les vieux comme moi, qu'on à comprendre, c'est mieux. Jérémy qui écoute souvent l'émission, si tu nous écoutes, Jérémy, c'est pour toi.
Tu peux transmettre. Pense au vieux, j'avais dit. Pense au vieux. Pense au vieux. Gilles, oui, tu voulais rajouter un petit mot avant qu'on se quitte. Ouais, faut faire la balance, hein, sinon c'est pas bon. Hein, c'est comme pour les concerts, faut toujours faire la balance l'après-midi. ça déconne. Juste une info là pour les 2 prochains déplacements, donc Strasbourg. Voilà, Strasbourg et Metz. Metz, on peut déjà déjà dire, hein, ce sera le dimanche. 17h15. 17h15, ça c'est quasiment sûr. Et puis pour Strasbourg, il y a de bonnes chances. Il y a 99% de chances que ce soit le dimanche. On attend juste le tirage au sort des Coupes d'Europe. Fin de semaine, et aux infos que j'ai, on devrait avoir ça lundi prochain en info, donc à surveiller. Ça marche super. D'ailleurs, c'est des déplacements que tu vas pouvoir faire, Gilles, cette saison alors Metz, je pense que je vais le faire. Ça devrait pas être trop compliqué. Et Strasbourg, je vais essayer parce que là, pour le coup, je suis dans le cadre romain. On va peut-être compter parce que ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher, mais on va quand même essayer de se faire. On n'a pas pu le faire l'année dernière. On va essayer d'aller corriger ça. Super, merci beaucoup Gilles. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, donc Romain, Thomas, Vivien, Gilles et puis Clément qui est parti un petit peu plus tôt. Merci à tous les auditeurs d'avoir participé, en tout cas d'avoir assisté à cette première émission de la saison 4. Ça nous a fait un bien fou de vous retrouver, même si on avait fait deux petites émissions spéciales durant cet été. Là, ça y est, c'est parti pour une saison de folie, avec, je l'espère, beaucoup de victoires et puis encore un maintien à la clé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On va se retrouver dans 2 semaines, donc après Strasbourg, si je dis pas de bêtises. On confirmera tout ça sur les réseaux. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et allez le hack. Allez bonne soirée. Gilles, c'est toi. Tu peux conclure, vas-y. Allez le hack et allez le Havre. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Ciao. Ciao.